J'aime me faire transporter à l'arrière de ma propre voiture en passant le volant à une personne en qui j'ai confiance. Je n'aime pas me faire transporter à l'avant, car j'ai le réflexe qu'a souvent le passager à côté du conducteur de mettre le pied sur une pédale de frein absente chaque fois qu'il y a un obstacle ou un ralentissement brutal, comme s'il conduisait. À l'arrière de ma voiture, je mesure tout ce que je n'ai pas à faire. Surtout, je peux regarder le paysage avec insistance jusqu'à ce qu'il ait disparu en arrière de la voiture, sans être dans la nécessaire et complexe intermittence quand on conduit, de regarder et de piloter à la fois. Mais ce plaisir d'être à l'arrière, je l'éprouve exclusivement quand je suis passager de ma propre auto. Quand je suis à l'arrière d'un taxi ou d'une voiture qui n'est pas la mienne, je n'ai pas du tout cette impression. Dans un taxi, c'est normal d'être à l'arrière. Le moment qui suit le passage du volant et le redémarrage de ma propre voiture que je ne conduis plus, je le vis comme une hallucination. J'ai lâché le volant, je m'en remets à la chance, comme quand je me mets au défi, tout en roulant, de fermer les yeux un moment. On ne mesure pas tout ce qu'absorbe la tâche de conduire. Et en même temps, la vigilance, nécessitée par la conduite, nous fait voir des détails du paysage que les autres, assoupis, ne perçoivent pas. Mais si le désir de voir du conducteur est décuplé parce qu'il doit rester éveillé, ses possibilités de voir sont réduites parce qu'il conduit. Quelle frustration quand je veux regarder cette jeune femme qui marche sur le trottoir et que par une conjonction néfaste entre son déplacement et celui de ma voiture, un arbre s'escrime à la cacher encore et toujours. Persévérer à vouloir la regarder, comme j'en ai envie, amènerait fatalement à l'accident. C'est la même frustration quand un camion sur la voie de droite de l'autoroute masque le panneau indiquant la sortie prochaine ou le nombre de kilomètres restant à parcourir pour arriver à destination. L'empêchement de voir montre par défaut l'ampleur du plaisir de voir. En même temps, cette force du désir de voir est décuplée par ce qui l'en empêche, obligeant à cet acte volontaire et fécond qui est de regarder. Au cinéma, ça m'a toujours étonné que dans des scènes qui se veulent réalistes, le conducteur puisse si longtemps parler à sa ou son passager sans regarder la route. La nuit, par pleine lune, il m'arrive d'éteindre les phares tout en continuant à foncer sur la route. Cela me rend invisible et furtif. Je suis excité par le risque de ne pas voir l'obstacle devant moi. Je devine à peine la haie d'arbres. Parmi les ombres si particulières que donne le clair de lune, je suis un oiseau de nuit qui fonce dans le noir. Je rallume les phares quand le petit chatouillis à l'estomac devient presque douloureux. J'aime aussi, dans une grande descente, couper le contact et dévaler la pente en roue libre en espérant que la voiture, avec son élan, tiendra longtemps sa vitesse avant que je sois obligé de remettre le moteur pour ne pas ralentir les automobilistes qui me suivent. Le plaisir tient au silence avec juste le bruit du roulement des pneus sur le bitume, au sifflement du vent, au sentiment d'utiliser l'énergie cachée dans la pente. Cette satisfaction de pouvoir utiliser une énergie naturelle est gratuite. Je la retrouve en naviguant à la voile. Pour sortir du port, il faut mettre le moteur, fumant et odorant à cause d'un fort mélange en huile dans l'essence. Puis je monte les voiles, elles se tendent après avoir flotté à cause du cap qui ne tient pas encore compte de la direction du vent, et je coupe le moteur. Le bateau continue à avancer avec le seul recours au vent qui d'un coup révèle sa présence, niée jusque-là par le moteur. Le silence est alors rempli du clapotis des remous causés par le sillage du bateau. Il faut manœuvrer pour présenter les voiles dans l'angle le plus portant. Une fois la manœuvre effectuée, on reçoit tout à coup le cadeau de la nature. Une force s'empare du bateau, le fait gîter, le pousse en avant, il accélère. Cette jouissance, les meuniers devaient l'avoir eux aussi en entendant les ailes de leur moulin faire tourner le pas de vis sans fin qui a entraîné la lourde meule en pierre. Celle-ci est maintenant abandonnée, presque entièrement cachée par les ronces, à proximité du moulin sans ailes. Elle est indéplaçable, intransportable, morte de trop de poids, elle a perdu son couple avec le vent. L'évolution industrielle les a séparés.
Le bruit du craquement des grains éclatant entre les deux pierres est un plaisir définitivement perdu, effacé du catalogue des sons comme l'ont été celui des sabots des chevaux sur la chaussée ou celui des carrioles aux roues en bois cerclées de fer. J'aime laisser pendre mon bras dans l'eau par-dessus le bastingage. Je sens alors la force du mouvement du bateau sur le plat de ma main. Bien sûr, mon geste ralentit le bateau par l'obstacle de la fluidité qu'il crée, mais je mesure ainsi toute la puissance du déplacement. Et en regardant la voile gonfler au-dessus de moi, je sais que ça ne coûte rien, ne pollue rien, n'entrave rien, car je sais que je vais bientôt virer de bord et revenir presque dans la même trajectoire. Un sentiment d'harmonie m'envahit. Cette jouissance, je la ressens par petits temps. Par gros temps, l'anxiété de la manœuvre, la mer agitée, empêche l'abandon nonchalant de mon bras dans l'eau. J'ai plus la sensation de lutter contre les éléments que de les utiliser. Du coup, mon plaisir se niche ailleurs, dans le retour au port, par exemple. Après le chahut de la haute mer, l'arrivée dans le Havre, protégé par les digues, est un apaisement, surtout quand on a bien calculé son coût, en affalant les voiles au bon moment pour que le bateau épuise progressivement sa vitesse acquise et échoue à son ponton, doucement, en fin de course, sans avoir eu besoin d'être artificiellement ralenti. Cette arrivée à quai est une expiration, un abandon, un relâchement, un soupir de satisfaction. Je ne me précipite jamais pour attacher les écoutes à l'anneau. Je savoure ce moment. Le mouvement de la mer a été décrescendo quand j'ai franchi la jetée pour cesser au débarcadère. Le sel des vagues de la course au large sèche la peau et la tire. Les courbatures dues aux manœuvres pour passer d'un bord à l'autre et éviter la baume se font sentir. Elles sont un doux cocon et il faut goûter ce moment d'accalmie encore tout proche des tribulations des manœuvres et des virements de bord, le calme après la tempête. Je ne comprends pas l'équipage du bateau d'à côté du mien. Alors qu'il vient juste d'accoster, il est déjà affairé à tout ranger, à plier les voiles. Ils effacent trop vite les traces éphémères de leur équipée. Moi, je reste hagard dans le cockpit, au milieu des voiles, affalées, laissées en vrac sur le pont, encore attachées à leur écoute. Je veux que personne ne me parle. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Je suis choqué, comme ces accidentés de la route qui viennent de vivre un carabolage, cette cascade dont ils sortent les amis brutalement dans une autre dimension.